Eh bien, je vous souhaite le bonjour dans ce nouveau vlog. Pour ceux qui vont avoir été attentifs d'un vlog à l'autre, vous allez remarquer que oui, je porte encore les mêmes atours. Je viens de clôturer le vlog de la semaine dernière et j'entame ce nouveau vlog. Alors, j'espère que cette semaine s'enligne pour vous positive et ensoleillée. De notre côté, la météo semble un petit peu plus favorable, donc avec un peu plus d'ensoleillement, donc ça ne peut que faire du bien. Pour moi, cette semaine, ça sera une semaine un peu de transition, donc avec un petit peu plus de dans le fond, d'événements au quotidien qui risquent de me tirer un petit peu plus vers le réel et moins la fiction, puisque je change de milieu de travail. Mais j'ai quand même envie de me faire une mini, je vais appeler ça, je pense, une pile de souhaits ou une liste d'envies de la semaine. Je sais pas, je vais pas encore trouver le mot. Je vais essayer de vous trouver un petit nom pour ça, de lecture que j'aimerais bien entamer cette semaine, si j'y arrive, si j'ai envie, si ça me tente. Donc, dans le fond, ma fameuse pile, ça serait ceci. Wouhou! Alors, tout d'abord, j'aimerais peut-être avoir comme lecture audio un livre qui est également dans ma fameuse pile du Février Tapal de, de Alex Bouquet d'Entrada. Donc, c'est le fameux Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur que j'ai ici, moi, en superbe édition chez Margot, illustré par Vincent Mallier, je crois. Vincent Mallier, exactement. Donc, le texte intégral avec également des planches d'illustration comme ça ici. C'est juste que, bon, comme format pour lire un roman complet, c'est peut-être pas le confort total, mais il est vraiment superbe, superbe. Par exemple, quand j'ai des pages pleines comme ça, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Donc, je vais peut-être le prendre en livre audio. Ça serait peut-être ma lecture audio de la semaine, le Maurice Leblanc. Ça me permettrait quand même d'être un petit peu dans une zone que je connais, c'est-à-dire les policiers, les romans policiers un peu plus traditionnels. Et puis, même si celui-là, on en sort un peu de la tradition, puisque Maurice Leblanc avait mis en scène ce fameux personnage qui était un gentil vilain ou un vilain gentil. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ça me tente très bien de me lancer dans celui-là. Sinon, eh bien, c'est tous des livres de bibliothèque que j'ai pour les autres. Donc, on reprendrait peut-être des habitudes. Je pense que je pourrais peut-être faire un ou deux livres de ma pièce à lire de Février Tapal, qui sont des livres que j'ai à la maison, versus une ou deux lectures que j'ai en livre de biblio, parce que j'aimerais ça quand même aussi avancer tout ça. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien pouvoir, si j'ai envie, commencer le fameux Facétieuse de Clémentine Beauvais, parce que là, j'ai prolongé mon emprunt, mais j'aurais aimé ça vraiment le lire. Désolée pour la luminosité, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Donc, celui-là, pour rappel, c'était une espèce un roman un peu disjoncté de Clémentine Beauvais qui se met un peu en scène, qui serait Clémentine Beauvais, une autrice jeunesse déprimée, par une série d'échecs littéraires et amoureux, trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui était la marraine, la bonne fille du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette? Et comment cette fille, dotée comme toutes ses consorts de l'époque de pouvoirs magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Plus étrange encore, pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire après la Révolution? Et si derrière ces mystères se trouvait la clé d'un autre encore plus grand, que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? Donc, je vous le représente parce que je trouve vraiment qu'elle a l'air intéressant. Est-ce que ce sera la bonne semaine pour m'y lancer? Peut-être. On ne sait jamais. Alors, peut-être que celui-ci, ça me tente très bien. Ensuite, j'ai découvert le premier tome de cette série jeunesse-là de livres pour ados. Donc, c'était une série de Marie Potvin qui est quand même assez active dans le roman jeunesse québécois, le roman ado québécois. C'est publié chez Les Malins. Donc, c'est 1000 pages plus tard. Je ne sais jamais c'est quoi le sous-titre. 1000 pages plus tard, je n'ai toujours rien compris. Donc, on est vraiment dans la vie d'une ado qui est avec son quotidien et tout ça. Et puis, éventuellement, arrivera une série de méfaits mystérieux qui vont être commis contre Mathéo, qui est habituellement quelqu'un qui l'énerve vraiment. Mais dans le fond, elle ne sait plus trop quoi penser. C'est quelqu'un qui essaie de lui rendre service, mais qui fait des méfaits contre Mathéo. Donc, ça a l'air très chouette, très aéré, évidemment. Donc, ça se pourrait que je me permette de faire un petit plongeon en ado. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de l'ado. Il faut que je me remette un petit peu dans la littérature ado-jeunesse. Je l'ai un peu délaissée depuis un moment. Donc, voilà, pourquoi pas. En plus, c'est du québécois et c'est tout récent. Et enfin, c'était grâce à Du Café et des livres, je pense qu'il en a reparlé, en tout cas le plus récemment dans ma mémoire. J'avais vraiment envie de lire le fameux 8 battements d'ailes de Laura Trompette. Je ne vous le représenterai pas parce que j'en ai parlé dans le dernier vlog, donc je vous invite à peut-être revoir le vlog, je me souviens jamais de quel bar c'est. Je vais vous mettre dans le petit, donc le dernier vlog, j'en parle un petit peu plus. Donc ça, j'aurais bien envie de m'y plonger. Par contre, c'est quand même un bon opus bien dodu, je pense que c'est 300, bien dodu. Ouais, 315 pages, mais comme je ne l'ai pas en audio, moi tout ce qui n'est pas en audio pour le moment, c'est plus difficile parce que je ne sais pas à quel point je vais avoir du temps pour lire physiquement. Donc, on verra. Donc, ce serait ça ma fameuse, je sais pas,
ma pile d'envie, peut-être, je sais pas trop, là, ma pile d'envie littéraire, mes livres donc, que j'aimerais aborder pour la semaine. Donc, ce serait peut-être ça. On verra bien ce qui va se passer. J'ai également des petits graphiques dans la manche, si jamais, puis même sinon des très très courtes lectures que j'ai dans ma pile de février Tapal, qui sont les petits opus qui sont faits de la nouvelle collection Dresine chez XYZ, qui sont des opus qui, je vais vous mettre peut-être les deux couvertures de celles que j'ai. Donc, c'est des opus qui sont écrits par des auteurs et des autrices, et ça se passe dans l'univers d'un de leurs romans déjà écrits, mais c'est une nouvelle, ça n'a aucun rapport, dans le fond, c'est une espèce d'opus indépendant, mais c'est une façon un peu de découvrir leur plume. Donc, il y aurait peut-être ça, c'est comme une quarantaine de pages. Si je vois que j'avance toujours pas ou que je débloque pas, je pourrais y aller comme ça en essayant de me donner des petits plaisirs atteignables, entre guillemets, pour la lecture comme ça pour cette semaine. Alors voilà, c'était l'ouverture de ce vlog. Alors, on se tient au courant pour la suite, comme d'habitude. Et puis, comme c'est maintenant la tradition, on va se dire à nos livres et allons-y! Eh bien, le bonsoir. Alors, petit coucou rapide. Me voici avec ma lecture en cours que je lis, je dois vous avouer, en version originale, en lecture audio, mais mon édition en français était trop jolie pour pas que je vous la montre, donc c'est le fameux Un couteau sur la nuque d'Agatha Christie. En version originale, c'est Lord Edgware Dies. Donc, je vais vous mettre la vignette pour la version originale. Donc, ça fait partie de mon fameux défi Read Christie 2023. Et c'est justement un livre où un meurtre est commis à l'aide d'un couteau. Ça fait partie des défis du mois de février. Bon, en version française, ça va un peu le punch parce qu'il y a un couteau sur la nuque. Bon. Donc, on va y retrouver le fameux Hercule Poirot et son fidèle Hastings, et dans une intrigue que je croyais ne plus me souvenir, mais dont je pense finalement je m'en souviens vraiment. Mais je me souviens pas exactement de qui est le ou la meurtrière. On dirait que je me souviens de plein de façons dont le ou la coupable s'en est tiré, mais j'arrive pas, je me souviens plus. C'est vraiment de qui on parle, donc tant mieux, ça va me permettre d'en quand même profiter un petit peu de tout ça. Et puis, je découvre quand même la version en version originale. Moi, je les ai vraiment lus en français, parce qu'évidemment, je les ai lus quand j'étais toute jeune. Je pense que c'était avant la fin de l'école primaire, donc j'ai lu ça en traduction, puis c'est correct, la traduction, là, c'est pas la catastrophe. Mais Hercule Poirot est tellement plus savoureux en version originale, parce que bien sûr, c'est là qu'on va voir comment Agatha Christie avait l'impression qu'il fallait qu'elle fasse parler un Belge en anglais avec des insertions d'expressions de langue française. Donc, c'est quand même intéressant. Puis là, dans ce cas-ci, le lecteur, c'est Hugh Fraser. Donc, encore une fois, si jamais vous avez une chance de le lire en version originale, en livre audio, ne boudez pas votre plaisir. Prenez cette version audio-là. Là, je vais vous mettre la version... je vais essayer de vous trouver la vignette parce que c'était comme pas trop clair, mais je pense que je vais la mettre ici. Parce que c'est vraiment un excellent narrateur. Puis autant, on va pas retrouver tant la voix d'Hastings, sauf quand il fait évidemment le personnage d'Hastings. Il imite pas mal à la perfection l'interprétation de Poirot de David Suchet, mais sans nécessairement que ce soit lourd, puis ça fasse une imitation maladroite. C'est vraiment très, très, très bien fait.
Et puis, évidemment, tous les autres personnages, là, il les fait avec brio, donc c'est un excellent acteur. Alors, je passe un bon moment. Ça tombe bien que j'ai cette lecture-là. Donc, je vous avais laissé en disant que j'allais cette semaine, en fait, lire un livre de mon février tapal qui était la version. En fait, c'était. Voyons, je vais dire. Gentleman cambrioleur. Voyons, Arsène Lupin. Wouh! 4 ans plus tard. Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, parce que j'ai une super édition, dans le fond, chez Margot. Et puis là, je l'avais trouvé en version audio. Mais ça fait, je dois vous avouer quelque chose. Ça fait plusieurs fois. J'avais déjà essayé de lire du Maurice Leblanc quand j'étais plus jeune. Puis, ça l'avait pas fait. Mais bon, j'étais plus jeune, je me disais peut-être que, par après, je me suis dit peut-être que c'est parce que j'étais trop jeune, je comprenais pas trop l'intérêt, peut-être qu'il y avait plus de second degré. J'ai déjà recommencé plusieurs fois Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur, depuis. Puis à chaque fois, je m'arrête comme après les premières pages. Donc là, j'avais quand même un petit peu une appréhension quand j'ai commencé en version audio. Puis le narrateur est correct. En fait, c'est intéressant. C'est la version qui est lue par Féfé. Donc, je vais peut-être vous mettre quand même aussi la vignette pour que vous puissiez la retrouver. Moi, dans le fond, je l'écoutais par le biais de la liseuse Kobo, mais je ne sais pas si c'est disponible, ça doit être disponible ailleurs. Mais c'était vraiment intéressant comme lecture, sauf que j'ai comme lu, je pense, le premier chapitre, peut-être, je sais pas trop. Puis je pense que ça m'intéresse pas vraiment. C'est-à-dire que je vais sans doute feuilleter puis lire la version que j'ai reçue en cadeau qui est tellement belle et tout ça. Mais je me rends compte que c'est peut-être pas parce que j'étais trop jeune, c'est peut-être juste que ça m'interpelle pas, dans le fond. C'est peut-être le côté gentleman cambrioleur, je sais pas trop. Bon, c'est sûr, tout le monde va dire oui, mais l'adaptation Netflix, oui, mais l'adaptation Netflix, ils n'ont pas gardé tant de choses que ça. C'est une excellente relecture de la version originale, mais justement, elle est intéressante. On dirait qu'ils ont comme pimpé ça assez pour que ce soit intéressant. Bon, peut-être qu'il y a des grands adeptes de Maurice Leblanc, puis j'enlève rien à sa valeur, ça fait juste pas m'interpeller, là, ça dépend toujours comme ça. Donc, je l'ai comme laissé de côté. Je le laisse dans ma bibliothèque. Pour moi, c'est un bel objet, je vais le feuilleter, je vais adorer la version, j'adore les illustrations, c'est tellement beau, juste pour ça, c'est excellent. Mais j'ai comme décidé de lâcher prise sur celui-là. Je me trouverai une autre ligue de ma palle qui va pouvoir rentrer dans le février tapal. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc, je me suis rabattue finalement sur celui-ci parce que bon, ça me prenait une lecture audio. J'avais vraiment de la difficulté à en choisir une. J'ai essayé plein de choses. J'étais comme pas inspirée. J'ai essayé de trouver les versions audio des livres que j'ai dans ma palle de février tapal. C'est du québécois. Puis c'est pas parce que j'y ai pas accès à la bibli, c'est parce qu'ils n'ont pas été produites. Comme vous savez, faire des livres audio, ça demande beaucoup de moyens. Et puis, il y a des grands groupes européens qui vont le faire. Ils vont Lizzie, Audiolib, tout ça, Gallimard, mais si c'est pas ces groupes-là qui les font, il y en a pas beaucoup au Québec. Il y a sorti des éditeurs, des fois, qui vont prendre ça en charge. Puis c'est ça, il faut quand même payer bon, un comédien ou une comédienne ou des comédiens pour le faire. Donc, c'est très cher à produire. Donc, c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a moins une grande offre pour les livres québécois. Il y en a, mais il y en a un petit peu moins peut-être dans les talles à moi. Donc, j'étais comme, oh non, parce que j'ai moins. Cette semaine, je suis en changement de milieu de travail, puis je fais beaucoup de déplacements, donc j'aurais bien aimé ça, pouvoir avoir de la lecture audio pendant mes petits trajets, qui sont plus courts, mais quand même, que j'ai quand même des petits trajets. Puis, mais là, on dirait que j'en trouvais pas, fait que je me suis rabattue sur... Je pensais pas la lire si vite, ma lecture du mois de février. On est comme au début. J'ai lu celle du mois de janvier complètement à la fin, puis là, je lis celle-là vraiment au début, mais pourquoi pas. Puis bon, c'est quelque chose de rassurant, donc ça fait du bien. Je me sens comme dans mes pantoufles. Je sais pas, les gens qui me connaissent pas vont penser que je fais juste comme vouloir lire du Agatha Christie, mais c'est vraiment pour moi comme quelque chose qui... C'est ma Madeleine de Proust, un peu, je pense. C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai vraiment lu ça quand j'avais comme 9-10 ans, puis ça me ramène tellement au moment où... Je lisais ça en parallèle avec, mettons, des Tintins puis des Astérix, là. C'est pour vous dire. Puis pourtant, je comprenais quand même vraiment bien. Bon, c'est ça, ça reste que c'est accessible, là, la Agatha Christie. Mais je me rends compte qu'en version originale, il y a vraiment une valeur ajoutée, là. Oui, ça reste que, bon, c'est une autrice, elle écrit dans son époque. Puis, il y a des faits avec Agatha Christie, vous le savez. Elle avait... En tout cas, c'était la vision de l'époque aussi, mais c'était pas une vision très ouverte sur, disons, les gens qui habitaient pas en Angleterre. C'était moyen, même par rapport à Poirot, des fois. En tout cas,
C'était pas super, mais sinon, ça reste quand même qu'elle était vraiment habile pour ça. Puis moi, en tout cas, ça m'a vraiment plu. Donc, à chaque fois que je fais ça, c'est comme si je revivais un peu quelque chose que j'avais lu quand j'étais enfant, puis que je dévorais tout ce qui me tombait sur la main quand j'allais chez ma grand-mère. Ils étaient là, ces livres-là, à côté de plein de trucs. À l'époque, on se posait pas trop la question si on pouvait les lire ou pas. Chez ma grand-mère, c'était là. Si on arrivait, ça côtoyait sans doute. Qu'est-ce que j'avais lu, non? Les gens de Mogador, ça côtoyait des sélections du Reader Digest, ça côtoyait les grands romans, l'encyclopédie de la famille. C'était vraiment des trucs étranges. Puis je lisais ça sans distinction. C'était vraiment l'époque où j'avais l'impression qu'il fallait que je lise en tout temps. Je lisais le derrière des boîtes de céréales, je lisais, je sais pas trop, j'étais vraiment en mode, je dévorais tout. Puis en même temps, je lisais comme, je sais pas moi, Arlette Couture, Les filles de Caleb. Je lisais... qu'est-ce que j'avais lu? Je pense Francine Ouellette, beaucoup trop tôt d'ailleurs. Mais c'était là, je sais pas si ma grand-mère les lisait, c'était pas une, je pense, je l'ai jamais vue lire. Donc, je sais pas si elle les avait pour les avoir, je sais pas si elle les avait peut-être lus, mais c'était quelqu'un qui était plus dans l'action, c'est pas quelqu'un qui lisait beaucoup. Mais je me souviens toujours qu'il y avait ces étagères-là quand j'allais chez elle. Puis j'ai fini par venir à bout des étagères parce que j'ai tout lu les livres avec indifféremment. Puis c'est ça. Puis dans le fond, il y avait aussi un gros tiroir avec plein de BD. Puis là-dedans, t'avais les Tintins puis les Astérix. Puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait le manège enchanté. Voilà. Je viens de faire un plongeon gratuit dans mon enfance. Mais bref, tout ça pour dire que quand je lis ça, je suis comme ah, je retourne à l'époque où j'avais pas d'autres soucis que me demander ce serait quoi le prochain livre à lire si jamais je venais à bout de toute la Agatha Christie qu'il y avait chez ma grand-mère, puis de toute son étagère. Je pense qu'il y avait deux tablettes pleines, puis j'espérais ne jamais venir à bout des tablettes. Donc, ben voilà. C'est le complément d'information. Donc, je continue cette lecture. Je sens doute la finir quand même assez rapidement d'ici la fin de la semaine. Pour le moment, je n'ai pas entamé d'autres livres. J'aimerais peut-être ça me lire des petites lectures courtes. Comme je vous disais, je vais peut-être lire les Dresines, comme j'avais mentionné. Donc, les opus de Chris Bergeron et Jocelyne Saucier que j'avais, qui sont des petits opuscules, en fait. Sinon, j'ai trouvé, je crois, en livre audio, La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel, parce que je le cherchais, j'aurais peut-être aimé ça de l'écouter à une fois que j'aurais lu ça, j'aimerais ça comme passer dans un autre registre, là, essayer quand même de sortir un petit peu de ma zone de confort d'enfance. Et puis on verra, mais sinon, c'est ça. Ben, je sais pas à quel point je vais pouvoir lire des livres papier cette semaine. En même temps, j'aime vraiment beaucoup les livres papier, mais bon, je suis de retour quand même dans un univers où je suis entourée de livres là, en bibli, donc je vais quand même voir qu'est-ce que... Puis peut-être que je vais me laisser tenter par quelque chose qui va croiser mon regard dans les rayonnages. Puis ben, je vais vous tenir au courant de toute façon. Alors écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt! Bien le bonjour. Alors, je vous fais un petit coucou tardif dans la semaine, mais je vous avais averti, je commence un nouveau boulot cette semaine, donc c'est sûr qu'il faut que je m'adapte à un nouvel horaire. Donc, je vous prends un peu plus tard cette semaine parce que j'ai terminé ma première lecture au dos de la semaine. Mon rythme n'est pas très rapide cette semaine, mais c'est bon. Donc, c'était le fameux Un couteau sur la nuque d'Agatha Christie et ça faisait partie de mon fameux Read Christie 2023, c'était la contrainte du mois de février. Donc, c'est de lire un Agatha Christie dont l'arme du crime, j'ai toujours de la misère, l'arme du crime était un couteau. Donc, le compte officiel suggérait un autre titre, mais moi, celui-là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas lu, donc j'avais envie de le lire. Je l'ai lu en version originale, en fait, en livre audio. Je l'ai écouté en version originale qui se trouve à être Lord Edgware Dies, et c'était la version qui était lue par Hugh Fraser, qui est l'acteur qui incarne Hastings dans l'adaptation des Poirot, qui est incarné par David Suchet. Donc, c'est vraiment un excellent acteur. Je t'en ai déjà parlé beaucoup de Hugh Fraser, donc je ne m'épancherai pas sur le sujet. Vous connaissez déjà quand même un petit peu mon opinion là-dessus. Vous allez entendre en arrière-fond
ce son d'horloge grand-père. Désolée, c'est une nouvelle addition dans mon environnement sonore. Alors, écoutez, je l'ai lu, j'ai bien aimé ça, j'ai bien fait à mon avis de me choisir cette petite lecture-là quand même qui fait en sorte que je suis dans un univers connu, parce que cette semaine, j'ai quand même beaucoup de nouveaux, j'ai beaucoup de choses à apprivoiser, donc ça vaut la peine quand même d'avoir quelque chose dans lequel je me sens bien. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est sûr que, bon, les poireaux, je les connais quand même beaucoup. Celui-là, j'avais vu l'adaptation télévisuelle, j'avais dit que j'allais vous en parler. Je crois quand même que l'adaptation qui est faite avec David Suchet et Hastings, elle est pas très loin de la réalité. Donc, c'est-à-dire de ce que Agatha Christie a écrit dans son livre. J'ai pas trouvé de grandes différences. J'ai beaucoup apprécié. J'admets que je pensais que je me souvenais. Je me souvenais, je crois, de plusieurs revirements, un peu comme pour ma lecture du mois de janvier. Donc, je me souvenais de plusieurs revirements de situation jusqu'à presque la fin. Par contre, je réalise que je me souvenais peut-être pas finalement de la personne qui a commis le ou les meurtres. Et puis, c'est là que j'ai quand même pu voir qu'Agatha Christie était très habile parce que, étant donné que je me souvenais plus vraiment de la chute, eh bien, j'ai quand même pu avoir l'opportunité de me laisser porter par ses stratégies. Et l'autrice a vraiment fait en sorte que le lecteur a l'impression de se sentir super compétent dans l'enquête. Jusqu'à ce que finalement la chute arrive et qu'il fasse « Ah ouais, j'avais pas vu ça! » Donc, c'est quand même une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. C'est un des bons Hercule Poirot bien ficelé. Je trouve ça très intéressant. Et on retrouve un Hercule Poirot qui est plus tard dans sa carrière. Donc, un Hercule Poirot qui est un peu plus âgé, qui compte un peu plus sur peut-être Japp pour faire la job de terrain, sur Hastings aussi. Hastings fatigue un peu parce qu'il a l'impression qu'Hercule Poirot est en déclin. Mais comme vous savez, Hercule Poirot, sa façon de résoudre les énigmes, c'est par les petites cellules grises. Alors, c'est sûr que lui, le fait qu'il y ait moins de mobilité, c'est pas problématique dans la mesure où on lui donne les informations pertinentes par rapport à, dans le fond, à l'enquête sur laquelle il travaille. Donc, j'ai bien aimé ça. Je vous ai fait déjà le résumé de ce livre-là, dans le fond, dans mon précédent vlog, et puis également dans ma pile de février tapal. Alors, je vous invite à aller voir mon petit vidéo si ce n'est pas déjà fait pour le février tapal. Je vais vous mettre dans le lien direct vers la vidéo, parce que j'en parlais quand même plus. Parce qu'en plus d'être dans le Read Christie 2023 stratégie, il fait aussi partie de mon février tapal dans la catégorie Boba Fett, qui était, bon, gourmandise, addiction et tout ça. Moi, je l'avais plus perçu comme étant un peu comme une lecture doudou, disons, mon espèce de petit péché mignon, même si, bon, ça reste quand même que c'est une lecture pour moi qui est facile parce que je les connais, ce sont des relectures. Mais pour moi, c'est vraiment une addiction parce que je ne dis pas les Agatha Christie, j'arrive vraiment pas à m'en défaire. Pourtant, j'ai lu plein d'autres choses, je suis rendue j'explore plein d'autres territoires, mais je reviens toujours un peu à cette espèce de Madeleine de Proust-là que j'ai par rapport à Agatha Christie, puisque je les ai découverts vraiment comme peut-être entre 9 et 12 ans, là, quand j'étais vraiment très jeune, donc voilà. Alors voici pour cette lecture que j'ai terminée. Bien sûr, ça me laisse encore avec ce grand, ce grand moment décisionnel, vide, qui me fait hésiter depuis quand même presque 2 mois. Qu'est-ce que je vais prendre comme prochaine lecture audio? Parce que j'ai maintenant des déplacements qui sont quotidiens, ils sont moins longs, mais ils sont quand même quotidiens. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir une lecture audio à écouter le long du chemin. Et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire. Je vous avais dit que j'avais trouvé potentiellement une version audio de La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Donc, j'avais peut-être celle-ci qui m'intéressait. Ce sont tous des livres que je vais vous mentionner qui font partie de mon février tapal parce que, bon, je suis plus dans ce mood-là de petits opus pour faire avancer. Mon Cold Winter Challenge est un petit peu sur la glace en ce moment. Wow! Quel humour subtil, Marie-Soleil! Donc, mon Cold Winter Challenge est un petit peu, dans le fond, en temps mort temporairement, mais je continue à lire, il n'y a pas de problème. Les défis, c'est fait pour être trahi à la limite, c'est pas plus grave que ça, c'est juste pour se stimuler. Donc, je vais continuer peut-être avec celui-ci. Sinon, comme je vous avais annoncé, j'ai finalement abandonné une lecture du février tapal que j'avais, qui était le Arsène Lupin. Je vous en ai parlé au début de ce vlog-ci, parce que j'ai essayé plusieurs fois, puis on dirait que ça le fait pas pour moi. J'ai essayé en me disant que c'était peut-être parce que j'étais pas dans un bon moment pour le lire, que j'étais peut-être pas rendue assez vieille ou trop vieille, ou voilà. Puis là, en fin de compte, c'est juste que c'est pas dans mes cordes. Donc, je l'ai abandonné, mais il faisait partie de mon février tapal, et c'était dans la catégorie, je me souviens pas du nom de la catégorie, mais c'était des reliques de la palle, donc un livre qui ça fait très longtemps qu'il est dans ta palle, et j'ai décidé de finalement peut-être procéder à un échange. Donc, je propose d'y inclure La Révolution d'Agnès, dans le fond, de Jean-Michel Fortier, c'est aux éditions La Mèche. J'ai depuis super longtemps, mais j'avais même envisagé de m'en défaire dans mon dernier tri. Je me rends compte que je ne suis pas allée le porter dans un croque-livre parce que je crois que je voulais le donner à mon père qui lit beaucoup. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait, donc je l'ai sous la main et ça m'intrigue, ça m'a toujours intriguée. Donc, je vais vous lire la 4e. Alors, Percé
Province de Québec, 1969. Un mystérieux navire de guerre mouille à quelques brasses du fameux rocher. Son équipage, un bataillon de femmes porteuses d'un projet aussi inouï que secret. Puis il y a une espèce de petite, je crois que c'est une citation dans le fond là, qui est en exergue sur la 4e qui dit « Il faut les voir assises dans la chambre d'Agnès comme au parterre d'un théâtre. C'est l'image qu'on retiendra d'elles, les femmes de Percé, réunies dans cette chambre orange devant le spectacle des femmes du cuirassé orange. » Donc, ça m'intrigue assez. Et j'ai trouvé la version audio, dans le fond, qui était disponible en emprunt via l'application ici au Québec pour l'emprunt pour les bibliothèques. C'est prêtnumérique.ca pour les livres en français. Donc, via cette application-là et mon abonnement à une des bibliothèques, je l'ai. Donc, je vais le tenter. Je vais le tenter en audio peut-être. Donc, c'est ça que je vais tenter La Révolution d'Agnès. Sinon, je vais tenter La petite fille de Monsieur Lynn. Je vais voir lequel des deux me met dans le bon mood. Dans les deux cas, bon, OK, Révolution d'Agnès, c'est un petit peu plus gros. C'est des livres de moins de 200 pages qu'on est supposé lire selon ce défi, mais il fait 218 pages et j'ai décidé que ça allait être correct, on n'est pas si loin quand même de l'objectif et ça serait bien, ça serait chouette, ça m'a toujours intéressé puis je l'ai reporté pour plusieurs raisons. À chaque fois que je le lis la 4e, je suis comme « Ah oui! » Puis là finalement, il se repousse, donc pourquoi pas avoir l'occasion de finalement le découvrir. Donc en plus, c'est la littérature québécoise, ça fait un moment que j'en avais pas lu. Et sinon, ben, c'est sûr que d'ici la fin de la semaine, je vais voir, là j'aurai ce livre audio-là. Et j'aimerais peut-être ça quand même me caser quelques petites lectures. J'ai des graphiques que j'ai en numérique qui vont bientôt venir à échéance. J'ai également ces deux petits opuscules-là qui font partie aussi de ma liste de février tapal. Peut-être bien que celui-ci, dans le fond, qui m'intéresse bien, j'en ai parlé dans mon vidéo. Je n'ai jamais lu Baudelaire de Jocelyne Saucier. Et sinon, Vaillante de Chris Bergeron. Qui se trouve à être les fameuses opus de la collection Dresine chez XYZ. Donc, peut-être que ceux-là, comme ce sont des 40 pages, ça pourrait être mes lectures papier jusqu'à la fin du vlog. Ce sont vraiment des courtes lectures. En même temps, ça me fait avancer, ça me fait découvrir des nouveaux auteurs. Donc, ça me tente très bien. Et je me mets quand même dans ma pile ajustée de la semaine, Le Créature primordiale de Tassia Trépiatis Tesgel. Donc, tout ça, ce sont des livres qui sont dans ma palle du février tapal. Mais c'est surtout des livres que je suis allée avec le mood du moment, comment je me sentais et tout ça, donc je vais voir. J'aime beaucoup les avoir en audio. Des fois, quand je vois que je bloque comme ça, je peux passer d'un mode à l'autre. Mais pour ces trois-là ici, ils sont malheureusement pas disponibles en audio. Il y a les deux autres opuscules de la collection de résine le sont, mais ceux-ci le sont pas. Donc, malheureusement. Et Tassia Trépiatis Tesgel, quel dommage. Appel à un producteur de livres audio québécois. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire Créature primordiale ou même Les Platanes d'Istanbul? Il me semble que ça se prête bien. C'est vraiment comme des récits de voyage en petits bribes. Donc, il me semble que ça serait super en livre audio. Alors, je vous lance ça comme ça. Petit projet. Amis du réseau, peut-être, si ça vous tente. Alors, voilà. Donc, c'était mon petit coucou, mon petit point d'information, mon petit point lecture. Et puis, bien, écoutez, on va se revoir de toute façon d'ici la fin de la semaine et du vlog. Et puis, ben, je vous dis donc à tout de suite. Et bien le bonjour. Alors, un petit coucou du samedi, post-boulot, et pour vous dire que j'ai terminé ma lecture audio. En fait, je l'ai terminée en version papier parce que j'étais à la maison, donc pourquoi pas. Alors, c'était bien sûr La Révolution d'Agnès de Jean-Michel Fortier aux éditions La Mèche. Et je peux dire que, bon, c'est tout frais, donc je ne sais pas si je suis capable de bien formuler avec assez de perspective, mais quel ovni! Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu tant de temps que ça pour le lire. Je trouve ça vraiment prometteur. C'est un livre qui, pour moi, est vraiment divisé en deux grosses parties. En fait, le livre est divisé en plusieurs parties, mais je veux dire, au niveau de mon ressenti, j'ai perçu vraiment un gros clivage. Donc, ça s'appelle La Révolution d'Agnès. Pour rappel, on va suivre en fait Agnès qui habite dans une pension, dans le fond, en 1969 à Percé, dans une pension, donc chez Madame Sergerie, qui possède une pension et qui loue des chambres. Et elle va y côtoyer Harold et Guimond et éventuellement Stephen
Norton. Et ce sont les personnages qu'on va apprendre à découvrir au fil des chapitres. Et on va comprendre en fait, puis soudainement en fait, excusez-moi, dans la tranquillité de qu'est-ce qui se passe. Donc Agnès, on va apprendre un peu son passé. Tout le monde, on va un peu apprendre de son passé avec différentes perspectives. Et à un moment donné, d'un jour à l'autre, va arriver à Percé un cuirassé au loin, proche du rocher Percé. Et ça va vraiment créer comme un éclat dans le quotidien. Tous les regards vont se tourner vers Percé, autant dans la municipalité qu'à travers le monde. Et ça va également changer toute la dynamique entre les personnages et ça va également changer un peu la dynamique. On va peut-être passer un peu du réel quotidien au réalisme magique. Donc, il faut vraiment vous attendre à ça si jamais vous lisez ça. Et ce qui était drôle, c'est que je l'ai écouté en livre audio et puis ça a été lu par une comédienne qui a fait le pari de vraiment l'aborder en québécois, donc en joual. C'est écrit quand même en niveau soutenu, mais dans les dialogues, on sent vraiment que c'est un niveau parler. Et puis, elle y a mis un petit peu sa teinte. Et ça a peut-être contribué à ce dont je vais vous parler, mais tout le moment que j'ai écouté, donc en livre audio, ça correspond un peu à la partie qui se passe avant l'arrivée du cuirassé, bon, peut-être un petit peu après son arrivée, puis qu'on va comprendre un petit peu l'impact de tout ça, puis qu'on va un peu mieux comprendre pourquoi le titre, c'est La Révolution d'Agnès. Puis j'en dirai pas plus parce que je veux pas non plus briser. Je pense que ça vaut la peine de le découvrir au fil du temps puis de se laisser porter. Mais bref, mon Dieu, c'est tombé en circonvolution, mon affaire. Mais bref, dans la première partie, je l'ai vraiment perçu, puis c'est vraiment dit positivement, mais je l'ai perçu un peu comme un Michel Tremblay moderne. J'avais l'impression de me retrouver dans les chroniques du plateau Mont-Royal, mais peut-être plus dans les pièces de théâtre qui ont été faites à partir de là, donc peut-être même dans Marcel poursuivi par les chiens, donc un peu le côté qui est très concret, mais non, je dirais même les belles-sœurs plus, quasiment. La place est très grande pour les femmes, le point de vue des femmes. On est quand même en 1969. La société n'est peut-être pas aussi évoluée. En fait, elle n'est pas du tout aussi évoluée que maintenant. On sent que ça bouillonne pour les femmes, mais on dirait que ce n'est pas encore rendu leur timing pour prendre la place qu'elles veulent prendre, en fait, au sein d'une société qui était très qui donnait la place aux hommes, en fait, sans se poser de questions. Mais c'est quand même très matriarcal. Donc, toute la première partie, on sent que c'est mené par les femmes en arrière-fond, même si finalement, les narrateurs qu'on va avoir vont être un peu plus des hommes. Puis d'ailleurs, c'est super intéressant par rapport à ça, mais je vous reviens. Donc, je vais réorganiser mes affaires. Donc, première partie, j'ai vraiment perçu un peu comme ça. Donc, c'était vraiment... on passait de plans généraux à des espèces de petits monologues, ben pas monologues, mais un peu comme à la Michel Tremblay. Donc, on va sentir un peu le personnage qui va s'épancher sur son vécu, sur qu'elle aurait donc le goût que ça bouge. Souvent, ça va être ça va être je veux que ça change, j'en ai marre, je suis plus capable, je t'aboute. Bon, c'est un peu ce principe-là. Mais on n'est pas non plus dans le misérabilisme, c'est juste que on est vraiment dans cette espèce de dynamique-là. Ça m'a vraiment donné l'impression que ça aurait pu être une pièce de théâtre. Jusqu'à au moins la première partie, jusqu'à une bonne partie de passer l'arrivée du cuirassé, ça s'adapterait en pièce de théâtre sans aucun problème. En fait, en plus, il n'y a pas beaucoup de lieux. Ça se passe beaucoup à la pension, à Percé, à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup d'intérioriser pour les personnages. Et puis après ça, avec l'arrivée du cuirassé, puis avec le déploiement de certains éléments qui font en sorte que les choses vont changer, on va basculer complètement dans un peu un réalisme magique. Donc là, on n'est pas dans le fantastique, là, on est vraiment en réalisme magique. Donc, comme je vous dis encore une fois, un petit peu plus peut-être dans Marcel poursuivi par les chiens, c'est-à-dire qu'on est vraiment ancré dans le réel. Mais il y a des éléments qui sont là, qui nous paraissent inexplicables. Il faut comme un peu aller avec ça. Dans le fond, d'accepter qu'on ne va pas nécessairement comprendre tout du premier coup. Et donc, cette partie-là, là, on tombe vraiment un peu plus dans réalisme magique, à la limite dystopie, grinçant. Ça switch complètement de genre, de perception. La narration change également. Et avec la chute qu'il y a, eh bien, finalement, notre perception de ce changement-là, comme je vous dis, là, un peu plus dystopie, tout ça, va encore une fois changer à la fin. Donc, c'est beaucoup de mots, mais pour vous dire qu'il y a un énorme travail sur l'écriture parce que le lecteur est vraiment plongé dans une ambiance, dans l'évocation un instantané d'une société à une époque particulière. Les personnages sont bien construits, on les suit, on ne sait pas tout sur ces personnages-là, à
catapulté complètement dans un peu l'envers du décor, mais ça s'appelle la Révolution d'Agnès. Donc, c'est sûr que Révolution dit les choses ont changé d'un coup, là, donc c'est pas. Et après ça, à un peu comme un recul forcé pour la chute finale qui va nous permettre de replacer les choses aux bons endroits. Donc, c'est ça en gros. Mon Dieu, c'est impressionnant. Je suis un peu dans le mode structure aujourd'hui. Je sais pas si j'ai. Je crois que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je crois que j'ai été très déroutée à partir de la deuxième partie, la partie qui représente dans le fond vraiment la césure dans le genre et tout ça, puis par la chute. Mais comme c'est très récent, je ne pourrais pas vous dire exactement comment je vais digérer ça par après, mais c'est excellent, c'est bien écrit. Je pense qu'il faut vraiment lire. Puis en fait, pour en avoir entendu une partie en livre audio, puis une partie lue en papier, je vous dirais que peut-être que l'espèce de saveur belle-sœur de Michel Tremblay est un peu moins présente quand on le lit que quand on l'entend dans la version livre audio. Mais ça m'a permis justement de cerner ça. Puis peut-être qu'en le lisant, j'aurais pas réalisé que la première partie, c'est ça que ça me faisait penser. Puis c'est le travail que la comédienne a fait en fait pour l'interprétation de ce livre-là. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Puis clairement, ça peut être une pièce de théâtre. Ça m'impressionne que ça n'en soit pas une. C'est vraiment particulier. C'est super bien écrit, comme je vous dis. Ça, ça laisse des choses non bouclées, mais c'est juste le bon dosage qui fait qu'on n'est pas nécessairement frustré par la situation. Il reste des choses qu'on ne comprendra pas au complet, mais de la manière qu'il y a une évolution justement dans l'intrigue, on est comme dans le quotidien proche, puis après ça, d'un coup, il y a comme une bascule, puis à un moment donné, on a comme un recul vers la fin pour essayer de replacer un peu les choses dans leur perspective. Je trouve que ça permet vraiment au lecteur d'apprécier l'ensemble de cette œuvre-là. Puis ce que je vous disais aussi, c'est que c'est super audacieux, je trouve, au niveau de la narration, les choix de narration. On va suivre les personnages, mais par exemple, il y a souvent, lorsqu'on veut nous mettre dans la peau d'un personnage, il y a parfois la façon du narrateur omniscient, ça c'est réel, mais il y a aussi une narration au vous. Donc, c'est comme si, en fait, l'auteur nous met dans la peau d'un personnage volontairement parce que c'est comme s'il s'adresse à nous comme si on était le personnage qui visiblement vit les choses qu'on est en train de lire. Donc, c'est super intéressant. Ça arrive avec un des personnages un peu plus longtemps dans la première partie. Puis, en fait, suivant la bascule, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une nuance aussi. Puis, ça passe au nous. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a les narrations au vous, quand je pense qu'on veut vraiment te plonger dans l'intériorité d'un personnage et des narrations omniscientes quand on est un petit peu plus dans le global. Puis lorsque la bascule, on va passer au nous et puis ça a tout son sens. Alors, c'est vraiment c'est fait avec brio. Puis là, ben, c'est plate. Je viens d'annoncer à mon père, je sais pas, là, je pense pas qu'il écoute ça, mais je pense qu'il l'aura pas. Je vais peut-être lui prêter, là, s'il veut le lire, bien sûr. Mais je m'en débarrasserai pas. C'est vraiment un livre que je vais garder. Mon Dieu, quel objet littéraire particulier, tellement fin, chapitre court. Comment on peut arriver à construire ça comme ça pour que ce soit à ce point-là remuant? J'en reviens pas. Puis peut-être que j'ai eu l'air de vous décrire ça de façon floue, mais je ne vois pas comment on peut vraiment le décrire de façon claire sans un petit peu divulgacher. Donc je comprends pourquoi à l'arrière, on a mis une citation qui se trouve en fait juste avant que l'espèce de deuxième partie, la bascule, se passe. Et puis, l'espèce de résumé qui dit juste que Mystérieux navire de guerre mouille à quelques brasses du fameux rocher, son équipage, un bataillon de femmes porteuses d'un projet aussi inouï que secret. C'est comme un peu le point de bascule. Ben, en fait, c'est l'annonce d'un point de bascule. Mais après ça, notamment, on en dit pas plus, puis c'est normal. Fait que si vous le faites, je vous dirais qu'il faut que vous soyez prête à plonger sans condition. Allez-y, laissez-vous aller. Et puis, je vous dis, là, les chapitres, c'est des chapitres courts. Là, je revérifiais parce que comme je les ai lus en livre audio, c'était moins évident pour moi. Mais c'est des chapitres de maximum 4-5 pages. Et puis, on change énormément de personnages, mais c'est super bien fait. C'est comme annoncé. Il n'y a pas de... Quand on suit un personnage en particulier, le nom du personnage va être écrit en haut du chapitre. Puis, si on est plus dans la mise en contexte, ça va être un titre de chapitre qui va évoquer un petit peu comme l'événement du chapitre. C'est vraiment bien fait. Je suis super enthousiaste. Je pense que c'est quasiment un coup de cœur. Plus je vous en parle, plus je suis vraiment... Je pense que c'est un coup de cœur. Ouais, je pense que c'est un coup de cœur. Ouais, finalement. Alors voilà. Donc, écoutez, ce livre-là,
quelle excellente idée j'ai eue de le reprendre finalement. Ça faisait partie de ma pile février tapal et c'était pour la catégorie, j'ai décidé de l'y insérer pour remplacer mon Arsène Lupin abandonné. Donc, j'ai décidé de le mettre dans la catégorie « Il se trame un truc ». Non, quelque chose comme ça. Je vais mettre la petite vignette. Puis ça faisait référence à une relique de la Palle ou alors un livre qui a été conseillé par un tiers. Mais là, je suis allée avec une relique de la Palle parce que je crois que ça fait plusieurs années que je l'ai. Je ne sais pas quand l'année c'est paru. Ouais, ça fait un bon 2 ans que c'est dans ma Palle. Donc, il était temps que je m'y mette. Et puis, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Et je crois que je vais même être croche. Non, pas croche, mais je vais en profiter. Pourquoi pas? J'ai bien le droit de faire ce que je veux. Hein? Pour le joindre aussi dans mon Cold Winter Challenge. Dans le menu Yule, j'avais prévu pour la catégorie Reine des Neiges, qui avait les mots-clés Femme de pouvoir, féminisme, sorcière, j'avais prévu de potentiellement lire The Power de Alderman ou The Firekeeper's Daughter de Boulet. Et puis, je vais peut-être les lire quand même, mais là, celui-là ici, le rôle de la femme est tellement majeur, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on est vraiment dans les personnages, dans le fond, je ne sais pas comment elle a décrit ça, là, je viens de vous le dire, je m'en souviens déjà plus. Femme de pouvoir, féminisme, sorcière, j'aurais tendance à dire plus pouvoir des femmes, peut-être plus que femme de pouvoir. Et puis féminisme, oui, tout à fait, 1969, tout à fait, avec qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Donc, je l'insère là, je le décide. Donc, une autre sous-catégorie de compléter dans le Cold Winter Challenge. Alors voilà, mais peu importe les défis, on s'en fout, là. C'est juste que je suis tellement contente d'avoir lu ce livre-là. C'est excellent. Garochez-vous. Alors, ben voilà, écoutez, je vais voir ce que je vais faire parce que, bon, avec mon changement d'horaire, je travaille maintenant le samedi et c'est sûr que, bon, souvent quand je reviens après ça, je vais sans doute être un peu fatiguée, je vais vouloir me reposer et tout. Puis ça se peut que je ne sois pas capable d'avancer tant que ça de lecture, donc je vais voir. Je vais peut-être prolonger mes vlogs maintenant, les faire en fait du mardi au lundi, donc dans le fond que je fais la clôture du vlog le lundi. Ça ne changerait rien à la sortie des vlogs pour le mercredi. Puis j'en commencerai un nouveau à chaque mardi parce que de la manière dont mon horaire est fait, comme je suis en congé seulement en début de semaine, ce serait plus facile pour moi de vraiment peut-être justement avoir plus de lecture, être capable de bien clore ça puis travailler un peu sur le montage vlog avec cet horaire-là. Je vais voir. Mais pour vous, ça ne changera absolument rien. Mais surprenez-vous pas si vous voyez que je prolonge finalement dimanche et lundi parce que ça se peut que ce soit ma formule, mon essai. Alors, ben voilà. Donc, désolée encore une fois pour cet éclairage non savoureux, mais j'ai tellement bretté quand je suis revenue du boulot que la noirceur a eu le temps de tomber avant que je me lance. Donc, ben voilà. Alors, ben écoutez, je vais vous reprendre si jamais je vais me balader dans les rayonnages en fin de semaine ou si je lis autre chose, mais je vous oublie pas, c'est promis. Alors, ben à tout de suite. Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coucou rapide pendant que mon copain fait du magasinage. J'espère que je vais avoir le temps de vous parler avant qu'il revienne. Parce que je suis passée cet après-midi en bibliothèque. Oui, oui. Je me suis lâchée loose complètement. J'ai décidé que j'achetais pas de livres de toute façon pour le moment parce que je me suis laissée pas mal aller au mois de janvier. Et ben voilà, je suis allée là, je me suis laissée porter, j'ai trouvé plein de trucs. Tout d'abord, j'avais réservé 2 livres. Celui-ci, Bruxelles d'Éléonore de Villepoix, sur le conseil de, entre autres, Laura's Reading et je crois, peut-être, pas petite lectrice du tout, les lectures de Chloé. Donc voilà, c'est une fable animalière percutante qui pose avec finesse et humour un regard sur la société et son rapport à la différence. Donc ça se passe à Bruxelles, et c'est un parlement des oiseaux. Donc dans le fond, Bruxelles est habité par des oiseaux qui décident de tirer au clair les disparitions mystérieuses et la mission est confiée à un trio bigarré, Jaboterne, pigeon lunaire, Seth, une corneille acariâtre et Champ perdu, un rouge-gorge tapageur. Donc, c'est super intéressant. Il y avait aussi Sophie Lee qui en avait parlé. Donc, c'était bien reçu. Ça me disait bien. C'est du jeunesse, de l'ado, en fait. Puis, c'est des livres qui sont un petit peu illustrés. Alors, ben voilà. Il y avait celui-ci. Sinon, j'ai eu la chance d'être la première à obtenir la copie
de Alerte culotte meurtrière d'Élise Gravel. Alors, c'est un livre qui est sur, qui, je crois, se consacre à, oui, la désinformation. Donc, Élise Gravel est super bonne pour faire ce genre de petits documentaires-là. Je crois que là, c'est basé sur des trucs et tout ça. On retrouve ces fameux petits monstres savoureux. Ça donne des façons d'être vigilant puis d'essayer de ne pas se laisser trop avoir par, des fois, des affirmations qui semblent être vraies, mais qui ne le sont pas. Donc, ça me tentait bien. J'ai vraiment hâte. Ensuite, je me suis laissée aller spontanément et j'ai vu celui-là qui m'a vraiment inspiré, m'a vraiment attiré dans les nouveautés adultes. Donc, L'espion qui venait du livre de Luc Chomara. C'est chez, je sais pas l'éditeur, La Manufacture de livres. En gros, c'est un peu comme une mise en abîme. Dans le fond, on va suivre Bob Dumont, qui est un agent secret qui combat sans cesse le maléfique Igor. Et puis vraiment, c'est un vrai héros surentraîné, style Mission Impossible. Et puis, éventuellement, il va rencontrer un adversaire de sa taille, qui est Delafeuille, son éditeur parisien, qui n'a pas l'intention d'ingurgiter une fois de plus les clichés invraisemblables, racistes et sexistes de ses romans. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que le fameux personnage, on comprend que Bob Dumont est un personnage, va être amené chez John Davis, qui est l'auteur de ce livre-là, et avec l'éditeur pour qu'il y ait une discussion justement sur ça. Donc, c'est un faux roman d'espionnage inventif et surprenant, et Luc Chomara nous entraîne dans un imbroglio romanesque des plus réjouissants. Ça me tentait bien parce que ça fait même penser un petit peu à Fab Caro avec ses histoires dans une histoire, puis un peu de l'absurde et tout ça, donc ça me tentait bien, j'espère que ça va être bon. Sinon, je me suis laissée également séduire par celui-là, ça fait longtemps que je l'ai vu passer, puis je pense pas que je l'ai lu finalement. C'est Le Lion de Jacob. C'est un roman graphique jeunesse, ado en fait. Et puis, en fait, c'est l'histoire de Jacob qui est à l'hôpital et qui, on comprend dans le fond, doit avoir peur d'un certain traitement. Et la nuit, il rêve d'un gros lion aux dents blanches et aux yeux couleur d'ambre. Mais il y a une infirmière qui va l'aider à découvrir qu'en fait, c'est un lion dénicheur dont la mission est de nous retrouver lorsqu'on est perdu. Donc, c'est un univers qui semble quand même assez sombre, mais je trouvais ça intéressant de découvrir ça. Voilà. Ça ici. J'ai bien hâte de voir ça. Il pas l'air d'avoir beaucoup de texte, mais je trouvais qu'on était plus dans la symbolique, puis ça m'intéressait beaucoup. Sinon, j'ai trouvé un nouveau Magali Lehus. J'aime tellement ses illustrations. Puis Antoine Doll, habituellement, c'est un bon auteur. Donc, c'est Kate Moche. Donc, c'est publié chez Actes Junior. Et c'est une histoire qui est la suivante. À l'école, on dit que Kate est la petite fille la plus moche. Les andouilles de sa classe sont surnommées Kate Moche. Pourtant, Kate garde toujours le sourire. Car quand elle se voit dans le miroir, sais-tu tout ce qu'elle peut apercevoir? Donc, j'imagine que c'est un livre qui va amener à travailler sur la bonne perception de soi, puis tout ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment, là, ce que ça peut avoir. Bien, évidemment, les illustrations de Magali Lehus sont toujours savoureuses. Puis je crois que c'est vraiment une petite historiette, mais ça me tentait bien. Ça fait faire du bien à l'âme en ce mois de février un peu grisounet. Et enfin, j'ai fini par craquer pour un roman graphique également jeunesse, qui est Daisy, que j'ai pas du tout vu passer. Daisy de Marco Barretta et Lorenza Di Cepio. C'est chez Jungle, traduit de l'italien. Ça me fait un peu penser à l'univers de Anna James, de Tilly and the Bookworm Wanderers, donc Pages & Co. Parce que ça dit, avez-vous déjà eu la chance de plonger entre les pages d'un livre et de vous laisser happer par l'histoire que vous lisez? Pour Daisy, c'est exactement ce qui se produit, enfin littéralement. Un soir, elle est aspirée par un mystérieux roman écrit par son père et atterrit au milieu d'un monde magique peuplé de créatures étranges. Et donc, elle va se retrouver dans ce monde-là et va découvrir que c'est un monde qui lui est beaucoup plus familier qu'elle pourrait le penser. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle plonge non seulement dans une histoire, mais dans une histoire que son père écrit. Le visuel me parle un peu moins. Ça ressemble à un visuel qui fait un petit peu plus penser à un dessin qui se rapproche des dessins japonais. Je suis moins fan de ces expressions-là, mais dans le fond, pourquoi pas? Puis ça me tentait bien vu que c'est une histoire d'un livre, une héroïne qui plonge dans un livre et qui y reste et qui a une mission à remplir. Tout à fait mon genre. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis un peu laissée aller, n'est-ce pas? Et en même temps, comme j'étais là, j'ai fini par rattraper une des dernières copies de ce bimensuel savoureux, le fameux Les Libraires, donc la revue gratuite qui est faite par les libraires indépendants du Québec. Et j'ai bien hâte de m'y plonger. Absolument, on va sans doute voir, là, comme c'est le numéro de février-mars, donc il va commencer à avoir tranquillement des sorties un peu plus, parce qu'au Québec, dans le fond, la rentrée littéraire est
plusieurs moments. Donc, il y a celle de l'automne, mais celle de l'hiver est un petit peu plus vers le printemps parce que les salons du livre sont vraiment comme en avril. Donc, habituellement, là, il commence à y avoir pas mal de sorties québécoises qui vont être préparées pour le salon du livre de Québec, entre autres, en avril. Et évidemment, la rentrée littéraire européenne qui, elle, se fait vraiment après Noël directement. Donc, ça me tente bien. Alors voilà, c'était mon petit blitz dans lequel j'ai dû parler beaucoup trop rapidement parce que je voulais être sûre de finir avec vous avant que mon copain revienne. Et puis, ben voilà, c'était les lectures que j'ai décidé d'ajouter à ma pile à lire de la maison de livres empruntés. J'en ai évidemment retourné dans deux, donc je ne les ai pas montrés avant de les retourner, mais j'ai retourné 2 romans graphiques que j'avais lus, mais j'ai aussi retourné les fameux Les écailles de la mer l'été d'Éric Metzger, ainsi que The Very Secret Witch Society, je me souviens plus, je vais vous mettre la vignette, parce que là, j'entendais bien avant Noël, mais là, on dirait que ça me tente plus du tout, donc je les ai rapportés pour que d'autres personnes puissent les emprunter. Et puis, bah, c'est ça va, je ferai pas non plus un rapport à chaque fois que je rapporte des livres à la biblio, mais j'avais envie de faire un peu de ménage, puis l'avantage de ces livres-là, c'est que comme je vous dis, c'est un petit peu ma pile à lire mouvante. Donc, j'y vais avec mes envies, puis je me gêne pas pour les emprunter, puis les rapporter à la limite si jamais. Donc, on verra bien, parce que c'est sûr que là, mes fameux défis littéraires sont encore en cours. Il y a le fameux Marceau féminin qui vient d'être présenté par Fluent Books. Je vais voir, peut-être que je vais me faire une petite pilette. Là. Il y a 9 catégories, je pense. Donc, c'est pour lire des autrices, mais de l'avant des autrices. Donc, je vais voir. Je vais peut-être voir si j'avais déjà des lectures qui me faisaient envie. Puis, si ce sont des lectures qui sont rédigées par des autrices, pourquoi pas. Je pourrais peut-être essayer de voir si je les lis finalement au mois de mars. Mais bref, ça, vous verrez peut-être ça. Ce sera peut-être le cas d'une vidéo surprise. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous vous abonnez, vous aurez la notification qui va vous dire qu'il y a une vidéo surprise qui s'en vient. Alors, ben, sinon, c'est pas grave, là, je vais quand même les annoncer sur mes réseaux. Ben voilà. Alors, je vais arrêter de blablater comme ça. Et ben, je vais vous dire à tout bientôt de toute façon pour de nouvelles aventures. Et en effet, on est dimanche. Je vous avais parlé hier que je pensais peut-être prolonger le vlog pour que ce soit maintenant du mardi au lundi pour moi en termes de période de vlog hebdo. Et puis, ben, en fait, voilà, c'est ce que je vais faire parce que, bon, j'ai congé également demain et c'est plus facile pour moi de fonctionner comme ça. Puis, je me doute qu'aujourd'hui, je vais pas nécessairement avoir tant de temps de lecture parce que oui, je fais partie de la faune étrange des gens qui aiment vraiment le football et non pas juste le show de la mi-temps au Super Bowl. Moi, j'aime vraiment le football. En fait, j'aime pas le show de la mi-temps. Donc, et oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une vraie. Mais j'aime bien ça. Puis c'est aussi ce soir. Puis bon, tu peux peut-être voir la famille. Donc, c'est sûr que bon, je pourrais lire quand même, mais je vais être un petit peu moins dans le mood. Mais je me garde ces possibilités-là pour le restant de jusqu'à demain soir, dans le fond. Puis, comme là, j'ai des nouveaux livres que j'ai à lire. J'avais des livres que j'avais prévu lire dans ma pile à lire du février tapal, les 2 petits opuscules. Mais là, j'ai le nouveau Élise Gravel. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Sinon, j'avais quand même un album à lire aussi, là, Le Grignon et la Luciole de Émile Procloutier. Donc, je pourrais peut-être juste essayer de voir si je me fais comme un blitz graphique album peut-être demain pour essayer de faire descendre le tout. Alors voilà, on dirait que je ne vais pas vous laisser, mais on se dit pour vrai, là. On se dit à tout de suite. Maintenant, là. Ça va rater maintenant. OK. Bonjour, alors nous revoici pour le dernier coucou de ce vlog avant d'en faire la clôture. Alors nous sommes exceptionnellement un lundi, oui, parce que comme si vous avez suivi au fur et à mesure du vlog, je vous avais dit que j'allais décaler un petit peu ma période de vlog parce que mon horaire au travail a changé, donc voilà. Alors me voici pour une dernière fois pendant ce vlog et je vais vous parler de 2 lectures que j'ai faites dans le fond depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et ce sont 2 lectures marquantes, donc c'est vraiment excellent. Tout d'abord, j'ai écouté finalement un livre audio parce que j'avais trouvé une version qui était lue par quelqu'un, bon, je connaissais pas du tout cette personne-là, mais en fait, bon, c'était vraiment une version audio de ce livre-là de Philippe Claudel. Donc, c'est La petite fille de Monsieur Lynn. Et ma foi, je suis encore toute remuée de ce livre-là. On dirait que j'enchaîne des livres peut-être qui ont un peu la même aura. Je vais vous en parler un petit peu plus parce qu'en fait, dans La petite fille de Monsieur Lynn, on va suivre Monsieur Lynn. En fait, je pense que je vais peut-être vous lire... ouais, je pense que ça, c'est une citation. Puis je crois que c'est le début du livre, ouais. Donc, c'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lynn. Il est seul désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays,
celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras, l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et M. Lin le regarde disparaître à l'horizon pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. Donc, ça met quand même en scène un petit peu ce que c'est. C'est une histoire de migration. Donc, on va suivre M. Lin qui va quitter un pays, qu'on comprend que c'est un pays qui est en guerre. Donc, il va avoir quitté parce qu'il y a eu une guerre et il y a eu des affreux bombardements et sa famille, en fait, son enfant et sa bru sont décédés dans les bombardements. Seule a survécu sa petite fille qui s'appelle Sang Yu, je crois. Et nous les voyons donc sur un bateau en processus d'immigration et M. Lin va débarquer dans une ville qui est non identifiée. D'ailleurs, rien n'est identifié dans ce livre-là, c'est-à-dire que, en fait, oui, jusqu'à un certain moment, mais même là, encore, je ne suis pas certaine qu'on nomme vraiment le pays. Je crois qu'en fait, on ne nomme jamais le pays duquel M. Lin est parti, ni le pays dans lequel il arrive. Toutefois, on peut déduire qu'il part du Vietnam et qu'il arrive en France. Donc, potentiellement, peut-être à Paris ou je ne sais pas trop, ou dans une ville qui est proche d'une mer, donc peut-être un petit peu plus dans le sud, en fait, de la France. En tout cas, je n'ai pas plus de détails. Et donc, M. Lin va arriver dans cette ville-là et on va le suivre, dans le fond, dans ses premiers moments d'immigration. Donc, on est toujours à hauteur de M. Lin. On va le suivre dans sa découverte d'un pays dont il ne comprend pas la langue parlée. Donc, il y a une interprète au début avec lui dans l'espèce de refuge dans lequel il est hébergé. Il y a d'autres familles vietnamiennes aussi. En fait, je dis vietnamienne, on va prendre ça. On va s'entendre que je vais dire ça, mais je crois que c'est ça. Donc, d'autres familles qui habitent avec lui dans un dortoir et qui parlent la même langue que lui, mais bon, il n'y a pas vraiment d'échange. Et puis, il y a l'interprète qui vient pour aider pour les choses vraiment essentielles, mais bref, il va faire son petit bonhomme de chemin. Et puis, on va le suivre au fil des jours. Donc, son début qui est un peu plus reclus. Ensuite, on le force à... on le force, mais on l'invite fortement à sortir pour essayer de justement découvrir un peu ça, puis ne pas se prostrer dans son coin. Il va commencer à découvrir un petit peu la ville, mais comme il ne comprend pas la langue, évidemment, il n'y a pas de repère du tout. Donc, il va commencer par marcher en ligne droite. Et puis, éventuellement, il va faire la rencontre d'un homme dont on ne connaît pas le nom. Monsieur Lin l'appelle le gros homme, mais c'est pas du tout en mode... là, je veux pas que personne parte sur, dans le fond, la grossophobie. C'est juste que M. Lin n'a pas les mots pour parler. Donc, pour lui, il est vraiment en image. Donc, ça va être, par exemple, la jeune interprète, la dame du quai, donc celle qui l'a accueillie au quai, parce qu'il ne sait pas c'est quoi son nom, il ne sait pas comment il parle. Donc, il essaie juste de trouver des éléments descriptifs pour se souvenir, en fait, des gens qu'il va rencontrer. Donc, il va rencontrer cet homme-là sur un banc de parc et cet homme-là va commencer à lui parler. Mais évidemment, M. Lin ne comprend pas ce qu'il lui dit. Mais ce qui est intéressant, ce que l'auteur fait comme audacieux, en fait, c'est que ça va être à hauteur de M. Lin, mais il fait un petit raccourci où le lecteur, lui, en fait, on comprend tout. Donc, on comprend qu'est-ce que l'homme va lui dire, on comprend qu'est-ce que les autres personnes vont lui dire, mais M. Lin, toujours, lui, ça fait pas partie de la langue qu'il parle, donc il ne saisit pas. Et puis, va s'en suivre, évidemment, une évolution avec cet homme-là. On va découvrir plusieurs choses, comment la naissance d'un lien. Ensuite, je vous en parlerai pas plus parce que c'est vraiment une petite opuscule qui fait moins de 200 pages et c'est complètement remuant jusqu'à la chute. C'est terrible, mais en même temps, c'est tendre. C'est juste, c'est fin. C'est jamais trop. C'est toujours assez. C'est toujours parfait, mais c'est sûr que c'est remuant. Et puis, dans le fond, ce qu'on va quand même aborder, évidemment, ça va être l'immigration, mais aussi le déracinement, la difficulté d'enracinement, mais aussi le déracinement, puis peut-être le côté un peu cavalier parfois de l'accueil, pas nécessairement volontairement, mais qu'en fait, des fois, on va faire passer les choses d'une étape à l'autre, puis on est sans nécessairement, je parle en tant que pays d'accueil ou en tant qu'institution qui vont accueillir, sans nécessairement s'assurer que la personne qui est impliquée a vraiment saisi qu'est-ce que ça va impliquer. Et puis, c'est tellement... C'est tellement chouette. C'est sûr que c'est, comme je vous dis, c'est un peu une introspection. C'est un narrateur omniscient, mais qui nous fait vraiment s'attarder au point de vue de M. Lin.
Donc, ça nous force comme lecteurs justement à s'identifier à cette perte de repères-là. Et que c'est pas tout le monde, que certaines personnes d'entre nous ont vécu ou ont des gens dans leur entourage qui ont vécu, mais certaines personnes d'autres, dans le fond, n'ont jamais vécu ça, on en a entendu parler, mais on n'a jamais vécu. Puis ça n'a rien à voir, là, je sais que c'est pas comparable, mais ça force en fait à voir les choses dans cette perspective-là, au moins le début de cette perspective-là qui change tout, en fait, qui... C'est pas des gens, c'est pas que quand on arrive dans un nouveau pays, en réfugié sans doute politique ou en réfugié de guerre, on n'a pas le choix. C'est pas un choix qu'on a fait, c'est pas un voyage qu'on fait. On a tout laissé derrière, on n'a pas nécessairement de repères, on n'a pas nécessairement la langue avec nous dans notre poche pour nous aider à bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment, vraiment remuant. Puis, en fait, étant donné, même si je vous dis que le pays n'est pas nécessairement identifié, mais c'est sûr que ça m'a quand même fait penser à plusieurs choses. Ah, puis avant que je pense aussi, le fameux homme dont je vous parle, mais je pense pas que je peux vous en parler parce que ça va quand même divulgacher. Mais bref, il y a d'autres perspectives quand même qui vont être abordées là-dedans. Donc, c'est sûr que c'est du point de vue de M. Lin. Donc, comme c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, tous les gens qui vont être là à son arrivée, même les gens qui sont là pour l'accueillir, ce qui se dégage de ça, c'est un peu comme peut-être la froideur, puis c'est rencontré un peu avec de l'incompréhension, puis peut-être un peu de méfiance de M. Lin, même si finalement, on ne saura jamais c'est quoi les vraies intentions de ces personnes-là, parce qu'on a seulement un point de vue qui est celui de M. Lin. Par contre, le point de vue de l'homme, il se développe un peu au fur et à mesure, puis on se rend compte que c'est quelqu'un, en fait, cet homme-là qui a perdu sa femme récemment, puis qui se sent un peu désemparé, qui est un peu en perte de repère parce que ce décès-là est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe parce que sa femme allait prendre sa retraite, il y avait des projets, puis finalement, ça se fait autrement. Puis il se ramasse dans la grande solitude. Et il y a comme une espèce de parenté, entre guillemets, de ressenti, sans que ce soit la même chose, vraiment juste une parenté, qui semble s'installer entre M. Lin et ce monsieur-là, ainsi qu'une autre chose dont je ne vous parlerai pas, qui finit par arriver et qui finit par peut-être juste donner plus de pistes au lecteur sur peut-être quel était le pays d'origine de M. Lin. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas si ce que je dis, ça fait du sens, mais ça fait des années que je sais que tout le monde avait entendu parler de la petite fille de M. Lin. En tout cas, moi, j'en avais entendu parler vraiment beaucoup. Puis c'est une petite plaquette, puis je ne l'avais jamais lue. Puis je vous invite à le faire. C'est pas une question de dire il n'y a pas de jugement dans l'avoir lu ou pas l'avoir lu. Peut-être que vous n'êtes pas à ce moment-là dans ce mood-là, mais je crois que ça vaut vraiment le coup. C'est tellement un point de vue important. Puis, comme je vous dis, ça m'a fait penser à plusieurs choses. À 3 ouvrages qui abordent l'immigration. Puis ça m'a fait penser à dans le fond, pour différentes raisons, à ces ouvrages-là. Tout d'abord, à l'ouvrage The Arrival de Sean Tan, qui est un roman graphique sans texte qui, justement, met en scène l'arrivée de quelqu'un dans un nouveau pays et qui fait comprendre au lecteur qu'est-ce que c'est de rien comprendre. Parce qu'en fait, c'est sans texte et tout ce qui est là comme signe, comme parole, c'est tout dessiné un peu en signe créatif, un peu comme si on était sur un autre monde, dans une autre dimension ou dans le futur, alors qu'on comprend au fur et à mesure qu'en fait, c'est quelqu'un qui arrive dans un pays dont il ne connaît ni les références ni la langue. Et puis, c'est très doux, très beau. Mais cette espèce de côté-là de perte de repères, évidemment, dans The Arrival, il y a vraiment un peu plus un cercle de soutien et d'accueil qui s'installe un peu plus, je dirais, comme sensation que dans La petite fille de M. Lin. Mais c'est vraiment, vraiment, ça m'a fait vraiment penser à ça, le côté perte de repères. Puis c'est à travers, en fait, une narration visuelle. Donc, c'est super intéressant. Donc, dans les 2 cas, ça m'a fait ressentir le même genre de vertige, un peu de, mon Dieu, comment je me sentirais comme ça. Puis, tu sais, en fait, on prend automatiquement la place du personnage principal. On n'a pas vraiment le choix comme lecteur. C'est vraiment bien fait. Donc, The Arrival de Sean Tan. Également, ça m'a fait penser un peu, par certains côtés, à l'ouvrage, bon, évidemment, là, je vais chercher cet ouvrage-là, Caroline Dawson, Là où vont nos... Non, en français d'ailleurs, de Sean Tan, c'est Là où vont nos pères. Puis, je sais pas pour Caroline Dawson, je vais vous mettre le titre, c'est vraiment affreux, je me souviens pas du titre, mais je vais vous mettre la vignette quand même ici.
Évidemment, c'est une histoire d'immigration également. Et cette histoire-là, ce qui marquait, bon, on était quand même un peu dans des bribes qu'on pouvait voir un peu, puis on avait le quotidien de quelqu'un qui migre ici, puis les conditions que ça peut avoir, puis ce dans quoi ça nous plonge, ça va vraiment beaucoup plus loin. On dépasse les premiers jours d'immigration ou les premières semaines d'immigration. Mais ce qui m'avait marqué dans celui-là, dans ce livre-là de Caroline Dawson, c'est que elle décrivait en fait les gens qui accueillaient le pays d'accueil, la terre d'accueil, les institutions d'accueil euh, comme quelque chose qui pouvait faire sentir l'immigrant pas à sa place. Donc, tu sais, il y avait quand même, elle osait, en fait, parce que souvent on va dire tout est beau, enfin l'immigrant est rendu dans un pays d'accueil, donc ça va bien se passer. Puis elle disait, oui, c'est sûr que je suis arrivée, puis oui, on m'a accueilli, mais elle ressent pas que de la gratitude, puis c'est pas dans le sens de l'ingratitude, c'est juste que euh, c'est encore un peu l'idée de se dire que même des institutions, une société qui se dit inclusive ou qui se dit accueillante, si on ne prend pas le temps de vraiment comprendre le point de vue ou essayer d'imaginer un peu qu'est-ce que ça peut être d'arriver à un endroit puis avoir rien sur soi, puis de ne pas avoir la possibilité de dire je suis pas bien dans cette situation-là ou est-ce qu'on peut m'aider, comment ça se vit. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une des choses, un des opus auxquels ça me faisait penser, donc de Caroline Dawson. Et enfin, étrangement, c'est drôle que j'ai enchaîné, ben drôle, pas drôle, mais c'est étrange que j'ai eu cette coïncidence-là, que j'ai enchaîné ces deux lectures-là. Mais ça me fait vraiment penser, évidemment, à M de Kim Thuy, que j'ai lu dans le dernier vlog. D'ailleurs, je vais vous inviter, je vais vous mettre en référence là, le dernier vlog quand même pour que vous puissiez avoir quelques petites plus d'informations sur ce livre-là. Parce qu'évidemment, dans celui-là, il va aborder la guerre du Vietnam. Bon, elle, c'est évident. Et il n'y a pas d'histoire... en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire d'immigration, il y a plus l'histoire de l'évolution d'une guerre et de l'impact que ça va avoir sur tout le monde. Ben oui, une histoire d'immigration, mais c'est pas le centre, c'est vraiment plutôt la guerre du Vietnam, vue par différentes perspectives. Mais évidemment, ça me faisait penser à ça parce que c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si c'est le Vietnam, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et puis, donc, pour cette partie-là, pour le parti contexte un peu historique, puis la façon qui est c'est un peu tracé tout en non-dit, en fait, un peu comme dans M, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont horribles, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'elle va choisir d'évoquer puis qu'elle laisse comme le lecteur compléter. Puis dans La petite fille de Micheline, c'est également ça. Donc voilà, donc ce livre-là m'a également fait penser à ces trois ouvrages-là. Et je crois qu'ils sont potentiellement des livres complémentaires. Donc si jamais vous avez lu La petite fille de Micheline, vous pourriez peut-être vous diriger vers ces livres-là qui ne sont pas pareils, mais qui abordent des choses un peu en fait, dans différents angles. Ou si vous avez lu un de ces livres-là, vous pourriez peut-être aimer La petite fille de Micheline. Alors, c'était le moment de référence croisée de Marcella, la bibliothécaire. Mais sincèrement, je le dis avec mon cœur, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc, voilà. Et bon, après ça, j'étais un peu tout à l'envers et ça me prenait, je me suis dit, je sais pas trop, j'ai essayé de commencer un des petits opuscules que j'avais dit que je voulais lire, les Dresines chez XYZ, mais j'étais pas dans le mood d'entrer de nouveau dans un univers de fiction qui serait un petit peu plus superficiel. Tout peut me paraître superficiel après ce genre de truc-là, qui pourtant était troublant, mais ça dit, il n'y a pas grand-chose qui se dit dans La petite fille de Micheline de Philippe Claudel, mais c'est d'une violence sourde, mais là, je vous parle pas, on décrit pas nécessairement, ben oui, techniquement, parce que dans le fond, le fait d'accueillir quelqu'un sans s'assurer que la personne comprend ou en finalement le déracinant potentiellement de nouveau quand il arrive pour ne serait-ce que suivre les procédures et tout ça, c'est peut-être quelque chose oui, c'est en fait quelque chose qui est considéré comme la violence, mais il n'y a pas, par exemple, de description par exemple, dans le M de Kim Thuy, il y avait des descriptions de scènes de guerre. Donc, ce qu'on associe, disons, ouvertement à la violence, c'est pas là-dedans. Par contre, oui, il y a vraiment une dimension aussi de violence. En même temps, il y a comme une dimension d'espoir, puis il y a quelque chose de très précieux, puis de très beau, puis de très intangible. C'est vraiment... Bref, j'avais beaucoup de difficultés de passer de ce livre-là à autre chose. Et je me suis dit, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un Élise Gravel, donc celui dont je vous avais parlé que je suis allée chercher à la bibliothèque, le fameux Alerte culotte meurtrière. Donc, on change complètement de registre, mais je me disais, c'est un documentaire jeunesse humoristique, ça va me faire du bien, je vais changer complètement, puis on n'est pas dans la fiction. Et mon Dieu, ce fut un coup de cœur. Bon, je sais pas que j'avais vraiment... Habituellement, tout ce qui est documentaire par Élise Gravel, c'est tellement une autrice qui construit ses documentaires avec rigueur, elle fait des recherches, elle est capable de bien synthétiser, de rendre ça accessible sans rendre ça
trop bébé. Donc, le lecteur va toujours se sentir considéré, son intelligence est considérée, peu importe l'âge qu'il a. C'est fait en fait pour des 7 à 77 ans, seulement ce documentaire. Et dans ce cas-ci, c'est également le cas. Et évidemment, comme ça le dit, le titre c'est Alerte culotte meurtrière, mais le sous-titre c'est Fausses nouvelles, désinformation et théorie du complot. Donc, Élise Gravel se lance dans ça, la chasse à la désinformation. Et Élise Gravel, si vous ne la connaissez pas sur les réseaux sociaux, elle est très active pour proposer justement des affiches pour humoristiques pour faire mieux comprendre certaines notions qui sont un peu floues peut-être pour tout le monde. Puis des notions d'ouverture, d'inclusion, pas dans le sens que le monde devrait être parfait, mais dans le sens de chaque personne peut faire, dans le fond, toujours un peu mieux. Dans le sens qu'essayer de... Même les gens, quand on pense qu'on est quand même assez ouvert d'esprit, on a toujours des billets, donc c'est super bien fait. Et elle rencontre quand même beaucoup dans les réseaux sociaux, évidemment. Bon, elle est active vraiment sur Facebook, puis et tout ça, donc elle a son lot de trolls et de gens qui l'agressent complètement parce que ce qu'elle avance sont des choses avec lesquelles ces gens ne sont pas d'accord, alors qu'en fait, ce dont elle parle, ce sont plutôt des faits, donc en général, et c'est juste qu'elle les met en dessin dans ses BD. Et donc, elle rencontre ça. Puis je crois que, je ne sais pas si c'est parti de là du tout, je ne connais pas du tout sa démarche, mais je pense que quand même, ça ne me surprend pas qu'elle ait sorti ce type de livre-là. Donc, on va y apprendre à traquer, disons, la désinformation. Donc, c'est vraiment un documentaire qui se présente comme ça avec une table des matières, mais très comique. Puis je vais vous donner juste les six, voyons, je ne sais pas compter, les 6 titres de chapitres dans la table des matières, ça va vous donner une idée. Donc, elle va d'abord aborder c'est quoi une fausse nouvelle. Ensuite, elle va aborder pourquoi certaines personnes inventent-elles des nouvelles. Donc, les raisons pourquoi, en fait, la désinformation pourrait peut-être surgir. Et après ça, pourquoi la désinformation est-elle si dangereuse? Donc, les risques de désinformation. Que se passe-t-il quand une fausse nouvelle se répand? Donc, l'impact de la désinformation. Pourquoi on croit à une fausse nouvelle? Donc, dans le fond, le côté un peu plus scientifique, qu'est-ce qui fait en sorte que le cerveau, même si on a une intelligence certaine, qu'on va finir finalement par avoir tendance à croire une fausse nouvelle, même si souvent on va avoir l'intuition que c'est pas une vraie nouvelle. Et enfin, comment faire la différence entre les vraies et les fausses nouvelles. Donc, c'est excellent. C'est très, très bien fait. C'est quand même un bon opus qui fait près de 90 pages, mais c'est très accessible. Ça va être narré par deux narrateurs, entre guillemets, qui sont ces fameux deux petits monstres qui sont bien connus comme ça ici, qui vont avoir le petit monstre rose va expliquer au petit monstre bleu qu'est-ce que la désinformation. Et ça va vraiment être excellent. Des exemples concrets, des exemples qui vont interpeller, qui sont pas nécessairement qui vont pas rendre nécessairement les gens, les faire se sentir mal ou méchants, mais plutôt les faire allumer que, oups, peut-être qu'il y a quelque chose que, oui, c'est vrai, ou ah, j'avais déjà remarqué ça, j'ai pas pensé que c'est vrai que ça pourrait m'aider à ce que ce soit utile pour m'aider à lutter contre la désinformation. Et c'est vraiment excellent. Je ne sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui doit être mis entre toutes les mains. Puis c'est pas... oui, il y a sans doute autre chose qui existe, mais je trouve que celui-là, le ton est parfait. Donc, la recherche a été bien faite, on le sent. Elle va nuancer dans certains moments lorsque c'est une information, mais qui peut parfois... qui pourrait donner l'impression que c'est une généralisation, mais qu'en fait, c'est une information et elle va des fois nuancer en disant, par exemple, oui, c'est vrai que dans certains cas, ça peut ne pas être le cas. Donc, évidemment, elle est cohérente par rapport à ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle fait de l'information, mais si elle sait qu'il peut y avoir peut-être une nuance, elle va l'introduire, bien sûr, pour que ce soit quand même clair. Et puis, en arrière, je ne sais pas si... Non, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vendu comme comment... dans le fond, décrire la désinformation, pourquoi elle se répand et comment démêler le vrai du faux. Puis elle donne vraiment des trucs. Puis je crois sincèrement que, bien, vous le savez tous, mais oui, c'est utile. Ça va être utile sans doute pour la jeunesse parce que c'est destiné techniquement à la jeunesse. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait réservé à la jeunesse parce que je suis bibliothécaire, je fais partie des vigiles là, qui sont mentionnés dans le livre comme étant des gens qui pourraient aider à détecter les sources fiables. Il y a évidemment d'autres personnes, d'autres professionnels de l'information, des scientifiques, des experts qui travaillent, qui font des recherches et tout ça pendant des années pour justement essayer d'expliquer un phénomène ou de voir qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Puis, mais même si ça fait partie de mon métier, je trouve que c'est tellement bien vulgarisé. Je pense que je l'aurais comme livre de travail. Je pense que c'est tellement bien fait. Ça va simplifier les choses, ça va donner aux gens des outils.
jamais dans le jugement, c'est toujours dans l'information et le concret. Je pense que c'est ce qui l'a aidé, c'est qu'elle n'est pas partie dans un... C'est pas un éditorial, c'est un livre d'information. Puis, elle n'est pas là pour juger les gens, elle fait juste expliquer qu'on a tous des biais. Que dans le fond, peu importe qui, on en a tous. Puis c'est normal, entre guillemets, notre cerveau a tendance à nous faire croire des choses qui sont plus dans le sens de qu'est-ce qu'on a comme conviction. Donc, elle explique tout ça. Puis, écoutez, je sais pas, ça fait partie de notre outils indispensables. Je pense que le citoyen, en général, devrait avoir ça dans sa trousse d'outils. Donc, si vous ne l'avez pas lu, c'est tout nouveau. C'est en littérature québécoise. Une nouveauté, c'est chez Scholastic. Et moi, je l'ai emprunté à la Bibli. Donc, oui, il est disponible en librairie, mais bien sûr, vous pouvez en faire la demande à la Bibli. Hein, c'est possible également. Et écoutez, j'ai l'impression que, comme je vous dis, évidemment, chaque classe peut-être ou chaque école devra en avoir, mais chaque milieu de travail, je sais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Puis c'est pas parce que ce sont des petits bonhommes trop mignons qui nous en parlent que justement, c'est pas crédible, c'est très crédible, c'est très bien fait, c'est pas pompeux du tout, c'est vraiment excellent. Donc, voilà, je m'étale, puis le vlog va être long, mais ça valait la peine. Donc, ces deux lectures-là, pour des raisons très différentes, mais m'ont marqué. Et dans tous les cas, j'ai l'impression que ça fait partie des trousses qu'on devrait avoir pour, je sais pas, l'apprentissage citoyen peut-être, se développer l'humanité, disons. Ça, c'est vraiment plus dans le concret. Ça, c'est vraiment plus pour se développer l'ouverture, vraiment, là, de l'âme et du cerveau et de la société et des institutions. Donc, voilà, mes deux dernières lectures de ce vlog. Alors, ben écoutez, ça fut une semaine un peu particulière, comme vous avez pu voir. Je vous ai pris en début de semaine et ensuite un petit peu plus tard parce qu'évidemment, j'étais dans mon nouvel emploi, donc je suis encore en adaptation. Cela dit, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, si ça vous a plu, bien sûr qu'un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Ça va me soutenir par rapport aux algorithmes sur YouTube, mais il n'y a aucune obligation. Et bien sûr, si jamais vous désirez, vous pouvez vous abonner. J'ai tendance à je fais des vlogs en fait à chaque semaine, mais évidemment, il y a des vidéos surprises souvent qui vont surgir sans crier gare. Fait que quand vous êtes abonné, vous avez l'alerte. Mais bon, c'est comme vous voulez. Et j'ai oublié de le dire, bon, c'est pas que c'est si important, mais ça reste quand même que la petite fille de Monsieur Lynn, en plus de ses qualités intrinsèques, comme vous avez pu voir, j'en ai parlé vraiment avec enthousiasme. Mais ça faisait partie de mon défi février tapal. Et c'était dans la catégorie, je vais vous mettre la vignette, parce que il me semble que ça faisait référence au voyage. Là, je l'ai mis là-dedans, mais c'est une migration, j'avais rien qui avait rapport à la migration. Au voyage en fait en tant que tel. Puis celui-là, ben, je pense que quand même ça valait la peine de le mettre là-dedans. Puis je crois même que je vais peut-être, en fait, je vais l'insérer aussi dans mon Cold Winter Challenge parce qu'il y avait justement une sous-catégorie dans le menu Nakatomi Towers parce que c'était une sous-catégorie. Dans le menu, je me souviens plus trop quoi. Le menu qui rassemblait plus des choses. Un menu qui rassemblait plus des choses qui étaient liées à la forêt. Je me souviens plus trop. Il y a quelque chose qui était sur le voyage. Puis je crois que je vais le mettre celui-là. Parce que j'en avais d'autres. Puis je sais que c'est pas un vrai voyage, mais en même temps, oui. C'est un voyage au cœur de l'humain. Donc oui, techniquement, géographiquement, le Monsieur Lynn va changer d'endroit. Mais c'est surtout un voyage au cœur de l'âme humaine. Donc, voilà. Je vais quand même jouer le jeu des défis et le faire, mais cela dit, défi pas défi, ces deux livres-là, comme je vous dis, ça vaut la peine. Il faut que ça se rende jusqu'à vos étagères, peu importe que vous l'empruntiez à la Bibli ou que vous en fassiez l'acquisition en librairie. Bon, j'arrive plus à conclure. Alors voilà, donc je clôt donc ce vlog nouvelle vague un peu plus long que prévu parce que j'ai étalé ma période. Et puis, ben écoutez, ce que je vous souhaite cette semaine, c'est des lectures qui sont ensoleillées parce qu'on est encore tranquillement, on se dirige vers le printemps, la luminosité n'est pas encore tout à fait là, mais je pense que ça aide quand même quand on se trouve des lectures qui nous font un peu rayonner l'âme. Donc, ben voilà, sur ces mots, je vous dis bien sûr à la prochaine.